médicale se retrouve sur une simple carte à puce qui sera une super carte d'assurance maladie, ce qui inquiète grandement la Commission d'accès à l'information qui a des réserves et qui voudrait plutôt un véritable débat public là-dessus. Robert Plouffe. Inutile d'en douter, votre dossier médical se retrouvera bientôt sur une simple carte comme celle-ci. Le gouvernement va de projet pilote en projet pilote, celui de Rimouski il y a 4 ans et celui de Laval qui est en cours pour trouver le modèle idéal. Il est question de centraliser toutes les données à la Régie de l'assurance maladie du Québec, la RAMQ, jumeler les données médicales ou cliniques avec les données administratives. La Commission d'accès à l'information, la CAI, émet déjà des réserves. On peut se questionner comme société sur la nécessité d'avoir le même organisme qui contrôle le coût et l'assurabilité, l'accès aux soins de santé, qui en même temps a des données cliniques. Dans un avis émis au gouvernement, la CAI s'interroge également sur la circulation de l'information. Il y a des problèmes très importants de consentement, de circulation de l'information, d'accès à l'information, de contrôle sur ces données médicales. Ces appréhensions de la CAI face au projet de carte à puce du gouvernement, le député libéral François Ouimet a tenté de les soulever en commission parlementaire. Parce que de l'avis de l'opposition, Québec s'apprête à agir à toute vapeur dans ce dossier. On remarque par ailleurs que les gestes sont déjà posés, des appels d'offres ont déjà été lancés, alors que le projet de loi n'a même pas été déposé. Le ministre responsable de la CAI, Joseph Facal, a promis qu'un vaste débat public aura lieu lors d'une commission parlementaire pour l'adoption du projet de loi. Mais la CAI pense que d'autres modèles que celui du gouvernement doivent être étudiés. Non, on a dit qu'un débat public, je pense, est public en dehors des commissions parlementaires. C'est en quelque sorte un appel que lance la présidente de la Commission d'accès à l'information à tous ceux qui se sentent concernés de ne surtout pas attendre après une commission parlementaire pour commencer à s'exprimer. Robert Plouffe, TVA, à Québec. Vous vous souviendrez peut-être de ce programme spécial d'indemnisation de 80 millions de dollars du gouvernement québécois pour les victimes de l'hépatite C contaminée avant 1986 ou après 1990. Eh bien, seulement 452 personnes s'en sont prévalues. Or, Québec se disait prêt à indemniser 8000 personnes. Il restera donc beaucoup d'argent. Les victimes, avec l'appui du député libéral de Nelligan, Russell Williams, demandent donc au gouvernement d'augmenter de 10 à 25 000 dollars l'indemnisation de chaque victime et de placer dans un compte protégé le reste des 80 millions qui avaient été prévus. Et puis, au Québec, une femme sur 9 sera un jour atteinte d'un cancer du sein. C'est énorme. Depuis quelques années, on travaille très fort au ministère de la Santé pour améliorer le dépistage et le traitement pour faire échec à la maladie. À Montréal, on compte donc depuis aujourd'hui sur un 5e centre spécialisé en cancer du sein. Il a été inauguré à l'Hôtel-Dieu. Ces centres sont des cliniques où tous les services sont intégrés du diagnostic au traitement. Ils font partie du vaste programme gouvernemental de dépistage du cancer du sein annoncé en 1998 pour réduire le taux de mortalité dû au cancer du sein. Et on jette un premier coup d'œil à la météo. Je n'ai même pas besoin en collecte de visiteurs. On fait rouler 7 milliards de dollars dans l'économie du Québec l'an dernier. C'est un record. Tourisme Québec veut le battre dès cette année en investissant 12 millions dans une campagne de promotion. Une campagne destinée surtout à attirer les touristes de l'Ontario et des grandes villes du nord-est des États-Unis comme Boston, New York et Philadelphie. Je pense que le marché new-yorkais ne connaît pas encore beaucoup le Québec et c'est tout près, c'est à côté. Une nuit d'enfer pour 75 résidents de cet édifice à logement de Gatineau, complètement ravagé par un incendie la nuit dernière. Malgré la présence de plusieurs handicapés dans l'immeuble, personne n'a été blessé sérieusement. La moitié des locataires n'avaient pas d'assurance. On ne connaît pas la cause de l'incendie qui a causé des dégâts évalués à 2 millions de dollars. Pause, le niveau de vie des Américains encore et toujours meilleur que le nôtre. Seulement dans votre tête, nous sommes effectivement plus pauvres qu'un Américain moyen qui gagne 5 320 $ de plus par année que nous, selon le Centre d'études des niveaux de vie dans le dernier numéro de l'Observateur international sur la productivité. Pourquoi ça? Parce que les Américains sont plus productifs que nous. Monique Grégoire.
L'écart entre le niveau de vie des Canadiens et des Américains s'est agrandi pendant la dernière décennie. En 1989, le revenu personnel per capita des Canadiens représentait 87,2 % de celui des Américains, soit 2 703 $ de moins. En 2000, il s'établissait à 5 320 $ de moins. Mince consolation, cet écart était plus faible qu'il ne l'était en 1963. La raison principale de cet écart, c'est que les entreprises canadiennes sont moins productives que leurs vis-à-vis américains. Elles investissent moins dans les nouvelles technologies. Nous avons quand même un Nortel, mais les Américains ont beaucoup plus de compagnies comme Cisco, comme Microsoft, etc. De 1992 à 1997, alors qu'on enregistrait 8,6 brevets par 100 000 habitants au Canada, on en enregistrait 25,6 aux États-Unis, 3 fois plus. Si nos entreprises ont été moins innovatrices, c'est sans doute à cause de la longue récession qu'elles ont subie au début des années 90. Mais il y a d'autres explications. Le Canada a beaucoup été une économie de succursales, surtout en Ontario. Mais au Québec, on n'avait pas de succursales, mais on n'avait pas grand-chose non plus à l'époque, bien que là, on est en train de rattraper. Mais les nouvelles technologies ont été traditionnellement plus inventées aux États-Unis. Les entreprises, elles, pointent du doigt les impôts élevés qui les empêchent d'investir autant qu'elles le souhaiteraient. Dans les faits, leur fardeau fiscal n'est pas plus élevé qu'il le serait aux États-Unis. Mais ce sont les Européens qui nous dament le pion. Au Canada, quand toutes les baisses d'impôts sur les corporations vont avoir été mises en place d'ici 3-4 ans, ils vont payer à peu près 28 au total provincial, fédéral, sur l'impôt d'impôt corporatif. Alors qu'en Irlande, par exemple, c'est descendu à 10 puis là, ils vont se stabiliser à 12,5 Le gouvernement fédéral est d'accord avec le diagnostic sur la faible productivité des entreprises canadiennes. Le premier ministre s'est même engagé dans le discours du trône à faire passer le Canada du 15e au 5e rang des pays les plus productifs de la planète d'ici 10 ans. Espérons qu'on va atteindre cet objectif, car le gouvernement fédéral accorde des milliards de dollars en subventions et en crédits d'impôt de toutes sortes aux entreprises pour y arriver. Monique Grégoire, TVA, Montréal. Ces indices financiers vous sont présentés par webfin.com, le site pour vos finances. À pied 65 de ses 300 employés à l'usine de Québec. L'usine tourne au ralenti depuis quelques mois. Rotman dit que c'est à cause des mesures de lutte contre le tabagisme et particulièrement les récentes augmentations de taxes sur les cigarettes. Pour réduire l'impact de ces compressions, Rotman va mettre sur pied un programme de mise à la retraite anticipée. L'un des plus célèbres fugitifs de l'histoire criminelle s'est livré ce matin à la justice de la Grande-Bretagne. Ronald Biggs avait participé à la fameuse attaque du train postal Glasgow-Londres en 1963. Après 36 ans de cavale, Biggs est arrivé à Londres où les policiers l'ont immédiatement arrêté. À 71 ans, il est malade et affaibli par 3 attaques cérébrales. Il faisait partie du gang qui a dérobé une fortune évaluée à 110 millions en dollars d'aujourd'hui. Arrêté et condamné à 30 ans de prison, il s'était évadé et enfui au Brésil. Il n'a plus d'argent et il veut finir sa vie dans son pays. Le pape Jean-Paul II est monté au front aujourd'hui. Il s'est rendu dans les ruines de Quneitra, une ville syrienne du plateau du Golan que l'armée israélienne a détruite avant de l'évacuer en 1974. La ville fantôme, pavoisée pour l'occasion, n'a jamais été reconstruite. Le gouvernement en a fait un témoignage de la guerre contre Israël et il en sera ainsi tant que le Golan en entier ne sera pas restitué à la Syrie. Le nouveau Dove pour peau sensible. La peau sensible aux petits soins. La chaleur n'est pas toujours l'ennemi de l'hydratation. Aider à emprisonner l'humidité. Mais les Amériques, est-ce que c'est un plus pour vous? Non, pas du tout, non. Ça n'a aucune valeur sur ce côté-là, non. Pour d'autres, c'est le contraire. Si c'est celle de George W. Bush, pourquoi pas? Oui, ça serait intéressant.